Alors bonjour à tous. Je remercie l'ASFAR de m'avoir fait confiance pour cette présentation et je vais vous présenter moi une présentation sur le gradient aortoradial et son intérêt en pratique clinique. Je vous présente mes liens d'intérêt qui n'ont pas de relation directe avec la présentation. Cette présentation est en partie inspirée de ce papier que j'ai publié avec André Denot, qui est, on va dire, mon mentor sur ce sujet-là, puisque c'est lui qui a beaucoup publié sur ce sujet. Et d'ailleurs, quelques diapos de cette présentation sont empruntés à une présentation commune qu'on avait faite récemment. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça peut être le gradient aortoradial? Vous avez cette personne de 78 ans, un homme qui bénéficie d'un remplacement valvulaire aortique. Vous mesurez, alors comme ça se fait à l'hôpital cardiologique de Montréal, la pression artérielle au niveau fémoral et au niveau radial. En fait, pour toutes les chirurgies cardiaques, ils mettent un cathé artériel radial et un cathé artériel fémoral. Donc vous avez ce genre de pattern qui se présente sur votre scope. Et vous voyez que sensiblement, la pression artérielle radiale et la pression artérielle fémorale est la même. Alors, ils y croient beaucoup, donc je vous l'ai mis aussi. On voit que la NIRS est conservée à ce moment-là. Donc c'est une NIRS au niveau de l'avant-bras. Et en sortie de CEC, on voit que la pression artérielle radiale est franchement abaissée par rapport à la pression artérielle fémorale, alors que la NIRS est conservée. Donc lui, il pense qu'on peut détecter éventuellement le gradient aortoradial par une NIRS conservée. Si vous aviez que la radiale et vous voyez la pression artérielle basse, avec une NIRS conservée, vous seriez comme rassuré du fait que la pression artérielle est probablement sous-estimée. Alors, je vais repartir un peu sur la physiologie, dont on a déjà vu quelques éléments. En fait, la pression au niveau aortique, elle est censée être plus basse que la pression au niveau radial. Et quand vous avancez le long de l'aorte, notamment la pression artérielle systolique va augmenter. Et ce phénomène va baisser avec l'âge grandissant, où vous allez avoir une pression artérielle systolique qui va être quasiment la même au niveau aortique et au niveau radial. Alors vous allez me dire, pourquoi? En fait, comme vous savez, la pression artérielle systolique, elle va dépendre à la fois de la compliance aortique, mais il y a une composante en fait de la pression artérielle systolique, enfin de la pression artérielle, on va dire en général, qui est l'onde de réflexion sur l'arbre artériel. Et si vous avez des artères qui sont peu compliante, vous aurez aussi une propagation de cette onde qui sera plus rapide. Et c'est ce qu'on voit sur la partie de l'onde en noir, qui est la composante en fait de cette pression réflexive, qui chez le jeune va arriver pendant la diastole. Si vous êtes au niveau aortique, et chez la personne âgée, comme c'est très rapide parce que les artères sont peu compliantes, ça va revenir sur la systole. Et donc vous aurez une pression artérielle systolique qui sera plus élevée. Mais bien sûr, si vous avez moins de distance à parcourir, cette onde réflective, elle va venir influencer sur la systole. Et c'est pour ça que la pression artérielle radiale chez le jeune et systolique est plus élevée que la pression systolique au niveau aortique. Mais maintenant, dans le problème qui nous intéresse là sur cette présentation, c'est le gradient. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on suspecte, c'est que probablement il y a un excès de vasoconstriction proximale qui crée une perte de charge, donc une baisse de la pression artérielle, et il y a un excès de vasodilatation distale. Donc en fait, on a de la vasodilatation qui est liée en fait à l'atteinte inflammatoire, le relargage de NO par l'endothélium, qui va faire de la vasodilatation. Nous, on met de la noradrénaline, et au lieu d'avoir un effet, on va dire là où on aimerait, c'est-à-dire plutôt en distalité, on va avoir un effet qui est proximal sur des artères de moyen calibre. Donc, du coup, on a cette perte de charge, et on a quand même cette perte du tonus vasculaire en aval qui va participer au gradient. Comment on le définit? Dans la littérature, il est défini par une différence entre l'aorte et au niveau radial de 10 mm de mercure pour la pression artérielle moyenne ou pour la pression artérielle systolique de plus de 25 mm de mercure. Dans les études, en fait, on voit que la pression au niveau de l'aorte et la pression au niveau fémoral, elle est toujours conservée, même quand on a ce phénomène. Donc, ce qu'on fait en pratique pour étudier ce genre de phénomène, c'est qu'on va mesurer la pression à la fois au niveau fémoral et à la fois au niveau radial. Les facteurs de risque qui ont été identifiés dans la littérature,
Là, je vous présente l'étude qui a été publiée par une étude coréenne, puisque en fait, sinon, la plupart des études, elles sont issues, enfin les études récentes, elles sont issues de l'équipe de cardiologie de Montréal, donc pour montrer qu'il y a probablement ce phénomène qui arrive à travers le monde. Les facteurs de risque, donc c'est la durée de clampage aortique, le fait d'avoir un âge élevé, le fait d'avoir une petite surface corporelle et le fait d'avoir de l'adrénaline IVSE. Alors, la question que vous allez me dire, mais comment moi je fais pour le détecter en pratique clinique courante? On avait publié ce travail avec l'équipe de l'hôpital cardiologique de Montréal, où on avait regardé en fait la différence entre la pression artérielle au niveau huméral mesurée par une pression artérielle non invasive et la pression au niveau radial, qu'on avait comparé à la différence de pression entre la pression artérielle au niveau radial et la pression au niveau fémoral comme reflet de la pression aortique. Et ce qu'on avait montré, c'est qu'un gradient entre la pression non invasive brachiale et radiale de plus de 11 mm de mercure permettait de diagnostiquer la présence d'un gradient aortoradial mesuré par la différence de pression artérielle entre la pression artérielle radiale et la pression artérielle fémorale, avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 92%. Alors pour ce faire, on n'avait pas fait juste une mesure, parce que comme souvent en métrologie, pour augmenter la précision de votre mesure, il faut faire plusieurs mesures. Donc là, on avait fait 3 mesures sur chaque membre. Donc c'était un peu lourd comme protocole, mais en tout cas, on arrivait comme ça à détecter ce gradient. Here in this unstable patient arriving at the ICU. Oh, excusez-moi. Ah oui, non, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il y a le son. Alors, bref. Donc là, une autre façon de le détecter, c'est de faire avec l'écho. En fait, vous l'avez tous fait sûrement pour l'artère pulmonaire. Pour estimer la pression de l'artère pulmonaire, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le gradient au DVD. Et vous dites, si vous connaissez la POD et le gradient au DVD, vous additionnez les deux, ça vous donne la PAPS. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Et bien, vous pouvez faire la même chose au niveau mitral. Vous faites le gradient mitral. Et si vous avez un gradient mitral élevé, vous l'additionnez éventuellement à la POG que vous n'avez pas, qu'on estime à 10 mm de mercure, par exemple. Et vous le comparez. Donc ça devrait vous donner votre pression aortique. Et donc, chez ce patient, par exemple, on avait fait cette mesure. En fait, ce patient, il avait une pression artérielle qui était à 110/67 après réanimation. Donc, il était hypotendu. On met la noradrénaline. Il se retrouve avec une pression artérielle à 110/67. Et pourtant, sa pression au niveau de son gradient mitral, transmitral, donc le gradient VG-OD, était à 165 mm de mercure. Et ça peut s'expliquer soit parce qu'il y a un rétrécissement aortique, si vous voyez ce genre de choses, soit dans son cas, parce qu'il y avait un gradient orthoradial. Et en mettant la pression au niveau fémoral, on voyait qu'il était hypertendu et on pouvait baisser nos doses de noradrénaline. Alors, une autre façon donc là, c'est un cas clinique plus pour vous illustrer que parfois la pression fémorale, la pression radiale peut être fausse et qu'on peut le détecter avec des méthodes simples. Je ne sais pas si ça marche pour détecter un gradient orthoradial, mais c'est décrit par exemple pour un patient qui avait une sténose sous-clavière, où on voit que l'onde triphasique qu'on est censé obtenir au niveau radial, eh ben, elle disparaît quand vous avez cette sténose sous-clavienne. Donc une façon simple de se poser la question avant de mettre un cathé artériel radial pour savoir s'il va être fonctionnel et s'il va bien mesurer la pression artérielle, ce serait de faire une écho avant pour détecter ce genre de problème. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des conséquences cliniques à ça? Eh ben, c'est un peu ce qu'on s'est posé comme question ces dernières années. Et ici, c'est un cas clinique d'une jeune fille de 13 ans qui avait fait une intoxication volontaire avec des inhibiteurs calciques. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la dose de noradrénaline était extrêmement importante. Pour maintenir une PAM à 60 mm de mercure, on était monté jusqu'à 5 gamma km de noradré. Et là, on arrive et on se dit, mais est-ce qu'elle n'aurait pas un gradient, cette patiente? Alors, on a mis un cathé fémoral. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'effectivement, il y avait un gradient avec une pression artérielle qui était bien plus élevée, de l'ordre de 85 mm de mercure, alors qu'au niveau radial, elle était à 65 mm de mercure. Et ça nous a permis de baisser la noradrénaline. Et on voit que ce phénomène, ce n'était pas un problème de cathéter non fonctionnel ou chose comme ça, puisque après, on a une égalisation de la pression artérielle fémorale et de la pression artérielle radiale. Et on s'est posé la question aussi dans notre centre de comparer en fait les patients à qui on mettait un cathé fémoral versus ceux qui avaient juste un cathé radial. Et ce qu'on a pu, donc c'est une étude de cohorte pour lequel prospective, mais qui est observationnelle, c'est pas randomisé, c'est pas interventionnel. Mais on a pu comparer avec un score de propension et comparer les deux types de patients. Et ce qu'on voyait, c'est que après ajustement, alors nous, notre critère de jugement principal, c'était la dose totale de noradrénaline péropératoire, et en fait, ça sort pas. Mais par contre, on avait une durée d'exposition à noradrénaline qui était plus courte quand on mettait un cathé fémoral,
et une durée de séjour en réanimation qui était plus courte. On avait aussi un petit signal sur les événements, les adverse events, qui étaient l'insuffisance rénale, les tachycardies supraventriculaires et la mortalité hospitalière. Et on retrouve un peu les mêmes données avec l'équipe de Montréal, qui retrouvait, malgré des patients qui étaient plus graves, une utilisation de phényléphrine plus basse et une durée de vasoactif qui était de traitement vasoactif qui était plus courte. Et en fait, donc là, je vous ai montré pas mal de travaux qui étaient en chirurgie cardiaque, puisque les premiers papiers se sont intéressés à ça. Mais c'est un phénomène quand en pratique clinique, on fait d'autres activités, on le retrouve chez les patients les plus graves, dans les urgences abdominales, dans les mothorax, un cas d'empième pleural, hémorragie digestive. En conclusion, la prévalence du gradient orthoradial, c'est 1/3 des chirurgies cardiaques. Les facteurs de risque, c'est la durée de CEC, l'adrénaline IVSE, les sujets âgés, la petite surface corporelle. Le diagnostic s'est fait soit éventuellement par l'échographie, soit par la pression d'un invasive humérale. Le seul, on va dire, validé, c'est la pression d'un invasive humérale. Les autres, c'est plus comme des petits tips cliniques, mais on n'a pas d'études qui le montrent. Les conséquences cliniques, c'est probablement la réduction des vasopresseurs et le raccourcissement de l'exposition aux vasopresseurs si vous mettez un cathé fémoral à vos patients les plus graves. Et donc, ce que je vous recommande, c'est d'envisager un cathé artériel fémoral dans les situations hémodynamiques complexes, notamment les patients qui ont de grosses doses de vasopresseurs. Et voilà, je vous remercie.